desolate planet. He is a soldier, alone with his enemy. Don't you understand English, toad face? I don't love you and you don't love me. We're stranded here, you understand? His suspicion will change to tolerance. You saved my life. Why? I need to look at another face, even as ugly as yours. Vous aimez la science-fiction, vous aimez l'horreur, vous aimez la fantasy, bienvenue dans la Thrilling Zone. Pour ce premier numéro, nous allons vous parler de Enemy Mine, un film de science-fiction de 1985 produit par la 20th Century Fox et dirigé par Wolfgang Petersen pour un budget de 40 millions de dollars. Le pitch : les nations de la Terre ont cessé de se faire la guerre et se sont tournées vers l'espace. Mais ce sera pour trouver un nouveau champ de bataille avec une race extraterrestre reptilienne appelée les Drakh. Le film commence quand un escadron Drakh est repéré proche d'une station terrienne. Des chasseurs sont envoyés pour l'interception, avec parmi eux William Davidge et son copilote. Lors du combat, Davidge et un chasseur Drakh s'écrasent sur une planète inhospitalière appelée Firen 4. Le copilote de Davidge meurt lors du crash et Davidge n'a qu'une seule idée en tête, trouver et tuer le chasseur Drakh. Mais sur une planète peuplée de créatures hostiles et soumises à un climat violent, les deux ennemis ne vont pas avoir d'autre choix que de s'allier. Wolfgang Petersen est un réalisateur allemand connu pour les films Das Boot, L'Histoire sans fin, Alerte, Air Force One, Dans la ligne de mire, Poséidon 3, En pleine tempête et L'excellent trouble avec Tom Berenger. Dennis Quaid, star montante de l'époque, affiche le film Popcorn Les Dents de la Mer numéro 3, le magnifique étoffe des héros sur la conquête spatiale et l'excellent film fantastique Dreamscape. Il joue le rôle du pilote de chasse terrien William Davidge. Louis Gossett Jr., un charisme fou pour cet acteur qui avait également tourné dans Les Dents de la Mer numéro 3 et dans l'excellent Officier et Gentleman avec Richard Gere. Il joue le rôle du pilote de chasse extraterrestre Drakh au nom de Jariban Shigan ou Jerry pour les intimes. Enfin, et sans spoiler, Brian James, une des tronches des 80s qu'on aime tant voir mais dont on ne connaît pas vraiment le nom. Il joue dans ce film un rôle qui lui tient totalement à merveille, vous allez l'adorer. Il affiche dans ses crédits d'acteur Blade Runner où il joue un des répliquants, 48 heures et La chair et le sang de Paul Verhoeven. Au niveau de la production, dans un contexte où la science-fiction atteint des sommets au box-office américain avec E.T. l'extraterrestre, Rencontre du troisième type, tous deux par Steven Spielberg, et bien sûr Star Wars, la 20th Century Fox sent le gros filon venir avec le roman de Barry Langer publié en 1979 et primé des prix Nebula et Hugo pour lancer une nouvelle franchise. La production commence en 1984 sous la direction de Richard Loncraine, qui réalisera plus tard Richard III et Firewall, et la production de Stephen Friedman pour un budget initial de 18 millions de dollars. L'approche choisie est celle de décors réels et le choix se porte naturellement vers l'Islande pour traduire au mieux le côté hostile de la planète Firen 4. Mais le climat changeant provoque de nombreux retards de production. De plus, les premiers rushs ne plaisent pas du tout à Friedman. C'est avec près de 9 millions de dollars dépensés que la 20th Century Fox décide d'arrêter la production et se sépare du réalisateur. Les studios se tournent alors vers l'allemand Wolfgang Petersen, auréolé de Das Boot, en pleine post-production de L'Histoire sans fin. Ce dernier obtient une augmentation du budget qui passera à 23 millions de dollars, des délais supplémentaires pour mieux penser le film et le fait de ne prendre aucun des rushs précédemment filmés, donc une perte de 9 millions de dollars pour la 20th Century Fox. Le changement de style est radical. Fini les plans larges en décors naturels et vive les pans serrés dans des décors agrémentés de superbes matte painting à l'instar de L'Histoire sans fin, dont il reprend d'ailleurs l'équipe technique. Les studios ILM ne prennent en charge que la partie spatiale ainsi que les vaisseaux. Malgré l'absence de contraintes climatiques, le budget explose pour atteindre 40 millions de dollars, mais Wolfgang Petersen parvient tout de même à finir le film dans les délais. L'accueil, aussi bien critique que financier, est catastrophique. Bénéficiant d'une promotion quasi inexistante, Enemy Mine finit sa carrière à 12 millions de dollars aux USA. On lui reproche surtout sa production et son changement de réalisateur qui, même à l'époque, était déjà très médiatisé. Le film ne donne pas à l'écran l'équivalent des 40 millions de dollars investis, contrairement à des productions comme Star Wars qui en mettaient plein les yeux. Les décors de studio ne passent pas bien et enfin, le thème est jugé à la fois stupide et naïf. Une analyse à froid permet de mettre en perspective la sortie du film et le climat politique de l'époque. En pleine période de Ronald Reagan et de guerre froide, le thème fraternel et pacifique du film ne passe pas du tout. Pire encore, Dennis Quaid, dès la voix off d'introduction,
parle de la fin de la guerre sur Terre et d'une alliance terrienne bipartite qui suggère que les États-Unis seraient alliés à l'URSS. Un sujet qui est totalement impensable et même inacceptable à l'époque. Alors pourquoi ai-je choisi ce film? Eh bien, parce que c'est un superbe film, c'est un super souvenir d'enfance et d'adolescence pour moi. Je me souviens l'avoir vu dans un cinéma indépendant de Bordeaux qui n'existe plus aujourd'hui. Effectivement, il n'y avait aucune publicité dans la rue. Je ne savais même pas que ce film existait et j'ai eu vraiment une très bonne surprise. Ce qui m'a plu surtout, c'est ce qui a été reproché, le thème pacifique. C'est vraiment très bien fait. À l'époque, je ne faisais pas vraiment le lien avec la guerre froide, mais par contre, j'ai vraiment vu cette histoire d'amitié entre deux races ennemies qui finissent par collaborer et une relation extrêmement forte s'établit. Il y a toute une partie un peu spirituelle, religieuse, c'est vraiment très bien fait. Une certaine dose d'humour. Franchement, c'est parfait. Ensuite, les décors. Encore une fois, on a reproché les décors studio au film. Personnellement, j'adore les décors studio. C'est ce qui rend des films comme Légende de Ridley Scott, Dark Crystal, Labyrinthe, L'Histoire sans fin de Peterson et Dracula de Francis Ford Coppola si spéciaux pour moi. On est directement plongé dans l'ambiance. Tout est absolument raccord dans les couleurs, dans les décors, dans l'animation, dans les fonds d'écran, dans le matte painting. On est totalement embarqué dans le film et c'est vraiment superbe. Les matte paintings sont utilisés comme il faut, autrement dit très peu de temps, comme ça on ne voit pas la peinture, c'est superbe. Enfin, la musique de Maurice Jarre, père de Jean-Michel Jarre, Dr Zhivago, Ghost, c'est lui qui a fait la musique. La musique accompagne totalement le film. Quand il faut de l'action, c'est rythmé. Et quand ce sont des moments de poésie, d'amitié, d'aventure, il y a des grands thèmes qui arrivent, des musiques qui nous restent à l'oreille. On peut siffler le thème, c'est vraiment très bien foutu. Et ensuite, il y a des moments, franchement, qui sont vraiment très sympathiques avec les espèces de bébêtes, les monstres qui se cassent sur la planète, avec des espèces de tortues qui se baladent, un gros monstre pas beau du tout qui se cache dans le sable, qui vient bouffer tous ceux qui se rapprochent. Une scène avec un verre où Jerry et Davidge sont sur le côté d'un lac. Davidge meurt de faim et Jerry, pour se foutre de lui, l'incite à manger un ver vivant dégueulasse qui ressemble à un étron gluant et Davidge va le faire pour provoquer son ennemi extraterrestre. Et enfin, la scène de bataille qui est pas mal à la fin avec une évasion programmée chez des esclavagistes. Donc un superbe film que je vous recommande chaudement. Si vous l'avez vu, revoyez-le. Si vous ne le connaissez pas, franchement, allez-y, il est superbe. Vous avez un Blu-ray qui est disponible. Malheureusement, il est uniquement avec la piste anglaise, mais ça vaut largement le coup d'aller le voir. Surtout pour ceux qui l'ont déjà vu, il y a des scènes supplémentaires qui n'étaient pas disponibles lors de la sortie en salle. Voilà, j'espère que l'émission vous a plu. Si vous aimez le cinéma de genre, l'horreur, la science-fiction, je vous retrouve pour de prochaines émissions. Au revoir.